Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Tech Council by Rimo. The Tech Council by Rimo, c'est un espace d'échange et de partage pour les CTO, les directeurs informatiques, les experts en cybersécurité et tous les passionnés de technologie. Je suis Florent Paré. Bonjour à tous, je suis Gwenaël Fourré, cofondateur et CTO de Rimo, et je suis toujours ravi de découvrir les défis relevés par nos invités et les technologies dont ils se servent. Dans cet épisode, nous plongeons dans l'univers fascinant des coulisses de l'IT dans les studios d'animation avec deux invités exceptionnels. Damien Houlbert de Gaumont Animation, qui est venu accompagné de Martin, qui travaille également dans la même industrie. Bienvenue, nous allons faire les présentations à tour de rôle. Du coup, commençons par Damien. Damien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Gaumont Animation et ton travail au sein du studio, ton rôle et tes responsabilités? Oui. Moi c'est Damien Houlbert, officiellement je suis technicien IT chez Gaumont Animation. Officieusement je fais peut-être un peu plus de choses. Je gère la partie infrastructure, enfin plutôt maintien en condition opérationnelle des serveurs et des postes, et je suis chargé de la sécurité informatique, que ce soit au niveau physique, logiciel, et tout ce qui s'ensuit à propos des systèmes d'information. Super, merci beaucoup. On reviendra sur ça plus en détail. Martin, de ton côté, tu es tenu à la confidentialité, ce qui fait partie évidemment du quotidien de l'industrie. Du coup, on ne pourra pas en dire beaucoup plus sur ton studio ou sur tes projets, mais est-ce que tu peux quand même nous en dire un petit peu sur toi, sans trop en révéler? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Du coup, moi, je bosse donc dans un petit studio à peu près les mêmes tâches que Damien. Donc, en gros, c'est du maintien en conditions opérationnelles d'une infra. Je gère aussi la partie cybersécurité. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais dans les petits studios, c'est quelque chose qui est un peu touchy, nouveau, pas encore implémenté, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et je m'occupe aussi de toutes les problématiques helpdesk pour que ce soit les graphistes ou les gens de la direction. Donc voilà, c'est assez large aussi, pas mal de missions. Merci beaucoup de nous avoir rejoints également. Du coup, Damien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les actualités récentes côté Gaumont Animation? Est-ce qu'il y a des sorties récentes ou des projets en cours dont tu peux parler? Oui. Donc moi je suis consacré sur la production du long métrage d'animation qui s'appelle In the Cloud, où Paul McCartney est entre autres producteur, écrivain et compositeur sur ce projet. Stylé. Et donc il y aura un peu plus d'informations qui seront délivrées au festival d'animation d'Annecy cette année, où Gaumont Cool. Animation aura un stand. Trop Génial. bien, super, Ouais. super. C'est, gros fan en plus. J'étais au dernier concert et tout, donc ouais carrément. Ah, ok, super, je me tiens au courant. Trop bien. Euh, ok, est-ce qu'il y a juste pour s'identifier un petit peu, savoir ce que Gaumont Animation a pu faire, est-ce qu'il y a des sorties récentes dont tu peux, du passé dont tu peux parler Alors, ce que je sais, c'est que ce long métrage-là, c'est le premier long métrage de Gaumont Animation. Ok. Avant, c'était beaucoup des séries. Donc, il y a eu, dans les dernières séries, il y a eu Usagi. Il y a eu d'autres petites séries. Faut savoir qu'avant Gaumont Animation, c'était Alphanim, qui Ok. a eu des séries d'animation qui sont sorties au nom de Alphanim. Donc, il y avait Gawain, il y avait Galactic Football, Robot Boy, ce genre de séries, mais c'était très souvent des séries d'animation et pas des D'accord. longs métrages. Ok, compris. C'est un beau premier projet, c'est bien. Pour un long métrage. De manière générale, donc, quels sont les défis techniques et organisationnels majeurs, on va dire, dans la gestion d'un studio, comme Gaumont Animation ou comme de ton côté, Martin? Comment c'est ça, quels sont ces défis techniques et organisationnels dont vous pouvez parler? Comment s'organise à peu près la chaîne de production de manière générale, de la création à la livraison? Vous intervenez à quel moment? Martin, tu veux que je commence ou... Ouais, tu peux commencer, Ok. je reprendrai. Bah, nous, pour notre part, je suis arrivé on va dire, au début de la production, enfin quand la pré-production a été terminée, donc au début vraiment de la pure production, avec les équipes qui commençaient à arriver sur le design, le storyboard, etc. Donc on a eu une grosse montée en puissance à cette étape-là, où on a atteint notre pic de production avec on va dire 115 personnes
en physique. Il faut savoir que dans les locaux où on était, il a fallu prendre des locaux autour pour s'agrandir, aller acheter des tables, les monter, préparer les postes, ça, les écrans, les calibrer. Donc c'était une grande partie de montée en charge. Et puis surtout après, bah, c'est le suivi des équipes. C'est-à-dire qu'on avait chaque semaine, même encore maintenant, bon là c'est plus des départs qu'on a, mais on a toujours des arrivées, des départs, et donc c'est automatiser cette partie d'onboarding et d'offboarding de Hmm. façon sécurisée et, qu'il faut mettre en place pour pouvoir gagner plus de temps et se concentrer sur les autres projets qui en demandent un peu plus. Super. Et Martin, du coup, de ton côté? Alors, de mon côté, bah, justement, c'est intéressant ce que disait Damien sur la partie des fluctuations de la charge de travail en fonction des projets, des arrivées et des sorties. Bah, chez nous, en ce moment là, il y a pas mal de monde. Et en fait, moi, comme je suis arrivé l'année dernière, en février, bah, il y avait des petites choses, notamment sur les process d'onboarding, qui étaient pas très fixées. Et du coup, on avait des tâches qui se répétaient, quoi. Et du coup, automatiser, ça devient vraiment important. Notamment parce qu'en fait, comme le disait Damien, il y a cette partie de, oui, faire en sorte que les gens arrivent, qu'ils aient leur poste, que les logiciels soient prêts, qu'il y ait les bons serveurs de montée, etc. C'est important, il faut le faire. Mais à côté de ça, vu qu'on est et qu'on a une double casquette cyber et IT, ben il faut aussi qu'on ait le temps de penser à tout ce qui touche autour de la cyber et prévoir les potentiels risques qui peuvent émerger, quoi. Et comment ça se passe du coup un onboarding type maintenant que vous avez mis des choses en place? Vous avez des pools de machines, vous êtes obligé d'acheter du matos à chaque fois parce que peut-être que les cartes graphiques deviennent trop anciennes, ou est-ce que vous essayez de recycler tout ça? Comment ça se passe un onboarding type, surtout quand on a autant d'entrées et de départs aussi rapidement? Hum, Bah alors chez nous, en fait, c'est une procédure assez simple. Donc c'est-à-dire en fait, moi ma boîte c'est une boîte de post-prod. Donc en fait, il y a les personnes qui sont en relation avec les clients, qui récupèrent les informations qui nous permettent de faire l'onboarding. Et donc suite à ça, pour les différents outils, on fait une synchro avec les infos pour pouvoir configurer les postes avec les licences, faire en sorte que les graphistes qui viennent récupèrent les informations pour pouvoir se connecter à leur compte. Et puis ensuite, à partir de là, on les aiguille quand ils arrivent et s'ils ont des demandes particulières, bah, ça vient directement sur nous. Il n'y a plus besoin de passer par les gens qui gèrent les clients. Et du coup, il y a une partie quand même assez tricky, c'est le moment où en fait on contacte les graphistes pour la première fois. Donc ils ont Ouais, des adresses pro, mais on doit quand même leur envoyer les liens pour qu'ils puissent créer leur compte, des fois, ou définir leur premier mot de passe. Hmm. Et ça, bah, ça reste un des petits chantiers qu'on a, c'est pouvoir être sûr de gérer cette première partie ou ce premier contact ou cette définition de mot de passe parce que ça se fait à l'extérieur, quoi. ouais. Voilà. Tout à fait. Et sinon, je compléterais sur l'affectation des droits. En effet, nous, on a des documents qui font la liaison RH, équipe, IT, pour avoir les réels besoins des RH et des équipes pour savoir quelle personne arrive, à quelle date, est fini quand surtout, ça c'est important. À Hmm. chaque fois qu'il y a une personne qui arrive, moi je demande une date de sortie, parce qu'il y a beaucoup de boîtes, ou même j'avais vu ça dans l'état des lieux d'entrée, où il n'y a pas de date de sortie, donc les gens partent en fait, et ils ont toujours accès. Ouais. Donc ça, c'est ce que je demande à chaque fois. Et si c'est un compte de service, je le mets à la fin de l'année et il y a une revue, on va dire mensuelle ou au moins semi-annuelle qui est faite sur les comptes pour voir s'il est toujours d'actualité, utilisé. C'est Voilà. toi aussi qui fais toutes ces... Donc c'est de la revue des droits en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est toi qui fais ça, ok. C'est partie d'audit, ouais.
Et je rebondis sur la partie de la question sur le matériel. Mm. Euh, ouais, le matériel en ce moment, c'est vraiment un truc, comment dire, qui prend de la place chez nous. Ouais, Euh, Pas parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent bosser, c'est parce que les mais RTX sont trop grosses. voilà. Ah, Et du coup, ben, il y a des besoins sur les nouvelles cartes graphiques, Ouais. notamment avec les questions d'IA. Mhm. Mhm. Euh, et, euh, et ne serait-ce que pour les serveurs, pouvoir recomposer des racks pour les mettre dans notre modal, enfin avec les nouvelles cartes graphiques ou réutiliser les anciennes pour faire d'autres choses. Donc ouais, le matériel prend pas mal de place, pas mal de temps, et aussi ouais réutiliser les anciennes cartes graphiques pour créer des nouveaux serveurs, par exemple pour utiliser des technos comme comment dire, je sais pas si vous connaissez, mais il y a sur Proxmox ou même sur d'autres serveurs, sur d'autres types de virtualisation, on peut utiliser un nouveau système de fichiers, c'est Ceph. Euh, et en fait, ça permet de faire de la haute disponibilité, de pouvoir faire des hot swaps sur des disques, etc. Et que, ben, les anciennes cartes graphiques, on peut les utiliser sur des serveurs comme ça. Et bah, Ok. typiquement, nous, c'est ce qu'on fait. Et voilà, donc, même si on change beaucoup et assez souvent ces derniers temps avec tout ce qui se passe chez Nvidia et autres, euh, on essaie de réutiliser ce qu'on a déjà dans d'autres cas d'usage pour pas juste se débarrasser des choses. Ok. Et ces cartes graphiques, donc, parce que donc il y a les cartes graphiques qui sont mises dans les workstations. Après, c'est celles qui sont dans les serveurs. En fait, vous faites les rendus finaux sur les serveurs. Comment ça se passe? Je t'avoue que je suis pas du tout familier avec tout ce qui se fait en post-prod et les technos utilisés, Ok. plus en amont. Alors pour le coup, en fait, tout ce qui est rendu, euh, en fait, ce qu'on essaie de faire, et c'est pour la majorité des softs de cette façon dont on procède, bah, c'est qu'il y a une farm de rendu. Ouais. Et donc, soit il y a des machines qui sont totalement dédiées à faire les rendus, ou soit, comme Damien le sait très bien, on a des workers des fois sur des workstations. Et donc là aussi, ça fait monter un peu des problématiques. Donc, c'est-à-dire bien gérer la farm avec des pools ou de l'automatisation pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rendu qui se lance sur les postes qui sont en cours d'utilisation. Hmm. Euh, et donc voilà, donc alors, je pense que dans pas mal de studios, là, il y a les mêmes pratiques. Je sais que Damien m'a filé un gros coup de main là-dessus pour gérer justement la gestion des workers quand un poste se verrouille ou se déverrouille à partir d'une certaine heure, quoi. Pour être sûr d'utiliser toutes les machines quand c'est possible. ou même quand il part en veille aussi, pour la pause midi aussi, ça peut faire quelques frames, c'est déjà ça de fait. Ok. Parce que donc ouais, je vois à peu près ce qui se passe quand tu fais un rendu classique type rendu via des moteurs de rendu type V-Ray ou des choses comme ça. Et qu'est-ce qui travaille sur des machines de post-prod, Martin? C'est en gros un studio de post-prod, qu'est-ce qu'il fait dans toute cette chaîne de production? Donc post, je suppose que ça passe après la phase de production donc, que Damien va gérer. Qu'est-ce que vous rendez en fait sur ces machines-là? Alors, chez nous, en fait, on va dire qu'il y a deux pôles qui font énormément de rendu. Il y a la partie 3D. Donc c'est vraiment des scènes qui doivent être faites totalement en 3D Mhm. euh, et qui sont des fois amenées au compositing après. Et ouais, donc c'est la deuxième partie, c'est tout ce qui est compo et entre guillemets trucage sur les images. Donc ça c'est plus pour la pub qu'il faut retoucher des produits ou des acteurs, des personnalités. Euh, donc ça va, les rendus sont pas trop lourds, mais par contre pour tout ce qui est 3D et compositing, donc avec des softs comme 3ds Max, Nuke ou qu'est-ce qu'on utilise d'autre?
Bah, il y a Maya pour l'animation aussi. Mais avec ces softs-là, oui, on peut rencontrer des problématiques, notamment sur la taille des scènes. Parce qu'en fait, en fonction des projets, il y a plus ou moins d'assets, plus ou moins d'informations sur les caméras, etc. Et donc, ouais, on peut se retrouver avec des scènes à envoyer sur la farm qui nécessitent pas mal de puissance en GPU et aussi qui nécessitent un réseau bien organisé. Parce que quand on envoie des scènes qui font 10 gigas à 50 machines en même temps, il faut que ça passe, quoi. Sinon, ça ralentit et plus personne peut bosser. Donc le travail s'effectue en local, donc il télécharge une copie locale et après comment vous gérez le versionning de tous ces fichiers? Alors, en fait, en général, les gens travaillent pas en local. D'accord. Euh, Ils bossent avec les assets qu'il y a sur le serveur. Mhm. Donc, il y a tout un pipe organisé pour tout ce qui est ingest. Ensuite, ceux qui font de la 3D, ils ont leurs infos sur un serveur. Ceux qui font du compo, ils font leur rendu ailleurs, etc. Il y a des assets qui se baladent ou des scènes qui font 10 gigas, etc. En fait, ça, c'est dans le cadre des rendus sur la farm. D'accord. Donc, en gros, on envoie les scènes. On a un serveur qui va être en charge de les redistribuer sur les workers. Et ensuite, les workers, ils ont la bonne config pour pouvoir accéder aux médias et faire leur rendu. Et après, pour la question du versionning, en fait, on a un outil qui s'appelle Cerebro. Euh, et en fait, avec Cerebro, on peut gérer les versions. Et donc, là, il y a un développeur dans ma boîte. Et c'est lui qui s'occupe de faire les plugins à intégrer dans les logiciels propriétaires euh, pour avoir toute cette partie de versionning et de pull ou de push des médias et du coup des rendus aussi. Par contre, tu es obligé d'avoir un dev pour gérer les différents logiciels. Et Ça, c'est pas trop contraignant. ça l'est dans certains cas, notamment les logiciels d'Autodesk, euh, particulièrement tout ce qui est Flare et Flame, Mhm. parce que c'est assez fermé et donc incorporer des outils dedans, ça prend beaucoup de temps. D'accord. Mais sinon, après, dans tout ce qui est New Blender, Ok. Et toi, Damien, du coup, au niveau logiciel, niveau versionning, etc., comment ça se passe chez Gaumont Animation? Alors nous, on a, contrairement à Martin, ce qui est intéressant, ce qui complète un peu le tout, c'est qu'on a une équipe de TD. Nous, on n'a pas un seul TD, on en a plusieurs. On a vraiment une équipe de dev consacrée à ceci. Alors, ils s'occupent du versionning, en effet, mais aussi des tools incrustés dans les différents logiciels qu'on peut utiliser pour aider les graphistes, vu que avant ils étaient graphistes ou quoi, ils connaissent leurs besoins, leurs contraintes, comment ils travaillent, et donc ils savent mettre donner vie à leurs besoins en fait. Mhm. Aussi, comme l'avait dit Martin, faire des ingests, donc passer d'un logiciel A à un logiciel B, euh, en transférant ceci ou en réunissant les assets, etc. Ok. Mais tu vois, je savais pas que vous aviez une équipe carrément de dev pour pouvoir gérer la production. C'est eux qui utilisent les Linux, c'est ça? Non, Non, même pas? Tu même vois, pas. pas Ouais. Mais toujours. après, il y en a certains, certains qui sont tout de même sur Linux, ouais, pour pusher tout avec Git. Et donc, tout à l'heure, tu as évoqué le fait que vous avez grossi, du coup, vous avez dû prendre plusieurs bâtiments, etc. Comment t'arrives à travailler? Alors, ça avait été prévu dès le départ, heureusement. Donc, c'est dans le même bâtiment, on va dire. Mhm. Et donc, on a pu juste s'agrandir, en fait, prendre les locaux d'à côté. D'accord. Ça n'a pas posé de problème. Mais sinon, en effet, on aurait dû aller chercher un nouveau site ou quoi, et donc penser ensuite à faire la transition des informations comme si c'était un site A, un site B, donc faire de la synchro. Est-ce que à le faire en direct ou pas tout ce genre de Ouais. problématiques, au moins on s'est évité ceci. C'est tant mieux. Ouais. Mais t'as un plan au cas où ça doit arriver? Alors sur les locaux en eux-mêmes,
pour l'instant, on n'a pas de plan de continuité d'activité si le bâtiment prend feu. Mais je pense que pas beaucoup de gens en ont aussi, à part tout le monde en télétravail et les serveurs. Si on a fait des backups en externe sur un site externe, on peut les récupérer, remettre une infra quelque part d'autre. Mais ouais, nous, on n'a pas d'autres locaux en eux-mêmes. On a des locaux de stockage et puis il y a d'autres locaux que Gaumont a à droite à gauche partout en France. Mais sur Gaumont Animation, la production, on en a qu'un. Et du coup, je sais pas si c'est la première fois que tu travailles sur une aussi grosse prod. C'est quoi en gros les vrais défis que tu as dû relever, toi et Martin, d'ailleurs. Alors, pour ma part, puis pour Martin aussi d'ailleurs, c'est notre première prod tout court, Ah oui, parce qu'on vient pas du tout du domaine de l'audiovisuel ou de l'animation pour moi, du live pour Martin. d'accord. Ok. Moi, avant, j'ai travaillé dans la défense, où j'étais auditeur là-bas en cyber. Et voilà. Moi, c'est plus mon attrait à l'animation qui m'a fait venir dans ce domaine, en fait, et proposer mes services sur la sécurité informatique pour les studios d'animation français. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, dans les contraintes au quotidien, on l'a vu avec ce mouvement constant des entrées et sorties des personnes par semaine, et même des fois, ça nous est déjà arrivé, peut-être pas du jour au lendemain, mais 2 jours avant, il va y avoir une nouvelle personne, vite, il va falloir préparer quelque chose. Donc il faut être assez réactif sur ceci. La partie aussi de télétravail qui pose des contraintes, des risques, on pourra en revenir plus tard. Ouais. Il y a aussi la partie bon, c'est pas vraiment des contraintes internes à l'entreprise, mais c'est plus dans le domaine. En ce moment, bon, l'audiovisuel, ça prend pas, ça va pas super. Mais voilà, mais par contre, dans les points positifs que j'ai notés, et ça, je pense que Martin serait d'accord avec moi et pourrait surtout compléter, c'est que c'est un milieu qui est assez jeune et surtout qui est formé à l'informatique en général, et donc qui comprend les enjeux et qui sait s'en servir. C'est vrai que là, en tant que helpdesk, je passe très peu de temps, contrairement où à un moment j'ai travaillé dans l'industriel, et dans l'industrie la moyenne d'âge est un peu plus âgée, et ah ouais, il est possible que des fois il y a des jours où je les voyais pas passer parce que on passe tout notre temps au helpdesk. Là, j'ai le temps de me concentrer sur des projets, sur d'autres choses. Que ça, c'est vraiment intéressant, et ils ont aussi cette mentalité, mais même sur le domaine, je trouve, de la culture, et vous en faites partie là en faisant ceci pour un podcast. C'est la collaboration, le partage. Ceci, c'est l'ouverture aux connaissances en fait. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc, merci. Avec plaisir, merci à vous. Martin, tu peux compléter? Ouais, Damien a très bien résumé tout ça. Mais oui, il y a vraiment beaucoup de choses à faire côté cyber, ou juste informatique, tout ce qui est infrastructure dans les studios. Peu importe la taille, parce qu'en fait, la taille, ça va juste modifier le type d'enjeu qu'on va rencontrer. Ouais, chaque boîte avec sa taille et son domaine d'activité va avoir des problématiques différentes, mais la base va rester la même. Souvent, ça va être sécuriser l'information et faire en sorte que tout le monde puisse y accéder de manière sécurisée. Donc pour les enjeux télétravail et tout, c'est vrai que chez nous aussi on a ça. Et c'est pas évident à gérer parce que contrairement à des grandes boîtes où tout le monde peut avoir un ordi portable de l'entreprise, etc., sur lequel on peut avoir la main, c'est-à-dire qu'on a une flotte à distance et que du coup on prend une solution pour gérer les endpoints. Dans les petits studios, c'est pas forcément possible. Donc, les gens travaillent depuis chez eux avec des ordis semi-pro, semi-perso.
Et en fait, ça demande une attention particulière à tout ce qui est connexion à distance, quoi. Oui, bien Ok. sûr. De ce côté-là, justement, quand on parle de sécurité, on sait, hein, dans l'industrie audiovisuelle de manière générale, que du coup, la protection des créations et des données est primordiale, la propriété intellectuelle aussi, évidemment, les data, les assets. Euh, on a pu déjà voir ça de manière générale dans ce podcast. Du coup, pour vous, c'est quoi les points forts et les contraintes de l'audiovisuel de manière globale dans ce domaine, dans le domaine de la cybersécurité? Martin l'a déjà évoqué en partie, et moi également, mais en effet, c'est la surface d'attaque, dans le fait il peut y avoir du BIOD, du Bring Your Own Device, où des gens viennent avec leur PC perso, et donc il faut changer cette habitude pour que le matériel soit pro, ou passe par du perso et par des solutions comme vous proposez. Et sinon, au-delà de ça, c'est sécuriser un minimum l'infrastructure, pareil, tout ce qui est en externe, les sites web, la Wi-Fi, les contrôles d'accès physique. Après, ça va en général, mais les caméras, surtout s'ils mettent en place les sauvegardes, les tester, pour en évoquer un peu plus sur un peu plus tard sur les bonnes pratiques à mettre en place en premier lieu, qu'on a listées. C'est des choses qui existaient déjà ou c'est des choses que vous avez dû mettre en place parce que personne n'avait été pardon. Alors, pour ma part, nous, comme le studio il s'est monté pour le long métrage, il y avait même pas de locaux qui existaient. Donc, Ah oui. quand on a acheté les locaux, on a dû tout faire nous-mêmes. Bon, il y avait déjà une baie info, mais elle était vide, fallait rajouter nos équipements et tout. On va dire que bon, le bâtiment existait quand même. Il y a eu quelques travaux à réaliser, mais sinon, ouais, on a dû tout faire par un prestataire, c'est-à-dire sur la sécurité des portes, faire venir quelqu'un pour qu'il mette un accès par badge, l'installation des caméras, avec un réseau isolé, mettre en place réseau isolé, la gestion des clés, bref, gestion des accès physiques en fait. Et ensuite, on a pu avancer sur notre sécurisation, se concentrant sur l'infrastructure et puis sur les logiciels par la suite. Ouais, Ouais. j'imagine que ça a été. Est-ce que c'est une transition qui s'est faite au moment où vous êtes devenu Gaumont Animation, justement, ou... Non, c'était déjà le cas. La transition Alphanim Gaumont Animation, je sais pas de quand elle date, mais moi quand je suis arrivé, c'était déjà Gaumont Animation, mais D'accord. je pense que ça fait un petit moment parce que quand la production Usagi est sortie, je saurais pas vous dire, peut-être en 2022 ou quoi, c'était déjà Gaumont Animation. Donc, ça fait peut-être plus de 5 ans que Alphanim n'existe plus et est devenu Gaumont Animation. D'accord. Et Martin, toi, Martin, Ouais. ouais, si tu es arrivé, il y a des choses où tu as dû taper du poing sur la table et dire, écoute, ça c'est plus possible de faire comme ça, ou est-ce qu'il y avait déjà des choses qui avaient été mises en place avant? En fait, c'est super intéressant parce que le côté taper du poing sur la table, on apprend assez rapidement en cyber que c'est pas possible. Parce qu'en fait, on est tout simplement là pour sécuriser, mais on est aussi au service des gens qui sont là. Et donc il y a vraiment ce truc de, certes, il faut mettre de la sécurité, mais en fait, comme on travaille pas à la DGSE ou à la NSA, les gens vont pouvoir accepter des contraintes, mais pas à un niveau trop élevé non plus. Et C'est donc, ça. en fait, quand je suis arrivé, mon état d'esprit, c'était de voir ce qu'on allait pouvoir faire, de voir dans quelle mesure j'allais pouvoir faire ce pour quoi on m'avait recruté, et tout simplement de, quand c'est possible, euh, faire ce dont Damien parlait, donc c'est-à-dire mettre en place des solutions entre guillemets quick win pour sécuriser petit à petit les choses qui le sont. Tu peux Et peut-être donc, détailler ce que c'est un quick win, ouais, pour les gens qui savent pas. en fait, ça va être typiquement, on a un enjeu ou on a un risque, et en fait, il y a des risques qu'on peut mitiger
carrément disparaître, entre guillemets, Ouais, la euh, télé, ouais. avec, avec des solutions. Donc, typiquement, nous, on utilise des boîtes mail qui sont chez Google. Les gens les ont sur leur téléphone perso des fois parce que pas de téléphone pro, Mhm. comme pas d'ordinateur pro. Euh, et en fait, ben, une des solutions pour faire en sorte que si un téléphone est perdu, les gens n'aient pas accès à tous les comptes, c'est de mettre la double authentification. Donc, Mhm. recevoir un code, utiliser une appli qui a un code à 6 chiffres qui va se renouveler toutes les 30 secondes. Ça, déjà, c'est entre guillemets enlever, on va dire réduire euh, un risque si un téléphone disparaît, et c'est déjà arrivé. Euh, donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est un peu contraignant, mais typiquement si on communique bien en interne pour expliquer les enjeux, expliquer comment ça va se passer et comment ça va impacter l'utilisation d'une appli mail ou d'une boîte mail au quotidien, ben en fait la plupart du temps, quand les gens comprennent pourquoi on leur demande de faire des choses, ils sont plus à même d'accepter. D'accord. Mhm. Je voulais détailler aussi sur ce que tu parlais sur la sécurité, que la sécurité amène à la contrainte. En fait, il y a un peu des règles de base en sécurité, on va dire que chaque application ou même chaque processus, ça dépend de trois choses, comme un triangle. On a la sécurité d'un côté, l'ergonomie de l'autre, donc la facilité pour les gens d'utiliser ce processus, cette application ou quoi qu'est-ce, et la fonctionnalité que cette application a. Et souvent, quand on amène à plus d'ergonomie, bah, ça retire de la sécurité et des fonctionnalités également. Euh, mais ça va, les utilisateurs sont relativement bons élèves, ils le prennent bien en règle générale. Alors nous, on l'oblige, donc ils sont obligés de le prendre correctement. Bah, Et puis même après aussi, ça peut être. Bah, de toute façon, oui, nous c'est obligé. Ils ont une semaine pour enseigner leur double authentification et Mhm. on leur explique de toute façon et ça s'est toujours très bien passé. et vous avez des... Oui, pardon, vas-y Martin. Pas de souci. Euh, bah, chez nous, c'est à peu près pareil. En fait, il y a eu une phase euh, où en fait il y avait plein de comptes existants déjà, Mhm. et donc c'était cette phase qui était entre guillemets la plus délicate à gérer Mm. parce que c'est des gens qui avaient déjà des habitudes et du coup il a fallu leur expliquer ce que c'était. Donc soit en mail, dire que on était dispo, ou en tout cas j'ai été dispo pour expliquer comment ça allait se passer, pourquoi. Euh, j'ai dû faire des espèces de tutos pour expliquer aux gens comment installer, s'ils étaient sur Android ou sur iOS. Euh, vraiment essayer de démystifier la chose, quoi. Mm. Et donc oui, il y a des gens qui, entre guillemets, étaient réticents à la mise en place du MFA, mais en fait, moi j'ai mis une date butoir et je me suis dit, ben, pendant les 2 semaines qui précèdent cette date, ben, on va juste discuter, quoi. Essayer de savoir qui est réticent, pourquoi, euh, et puis, et puis du coup, au final, ça s'est bien passé. Et donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on crée une boîte mail pour un collaborateur, on voit avec cette personne directement en physique, parce qu'en général, les gens passent au moins une fois en physique, et on active le MFA avec eux, comme ça on est sûr que c'est fait. Exactement. Est-ce que vous allez plus loin? Est-ce que vous fournissez carrément des postes déconnectés d'Internet Alors nous, on n'est pas TPN ou autre certification, donc on n'a pas de station blanche. D'accord. Après, je sais pas pour toi, Martin, si tu en as. Non, nous on n'en a pas, hormis sauvegarde sur bande, là, les LTO, tout ça, ils n'ont pas besoin d'être connectés à Internet. Ouais, hors ligne. C'est offline, mais par contre, les workstations en général, elles sont connectées. Tu parles de TPN. Comment ça se passe au courant de l'année? Vous faites des audits réguliers. Est-ce que vous avez mis en place des process pour des audits? Est-ce que vous avez la volonté donc de devenir TPN un jour? Comment ça se passe à ce niveau-là? Pour notre part, pour Como Animation, je pense pas, vu l'avancement du projet,
il y aura pas de TPN pour In the Cloud. Peut-être que pour les prochaines productions futures, ça pourra peut-être être mis en place. Moi, je tends vers sécuriser les processus, l'infrastructure et sensibiliser les gens. Et de toute façon, après, TPN, ça amène juste à tendre vers la sécurité. C'est juste que ensuite, quand on est TPN, ça amène aussi beaucoup de contraintes, il faut se le dire. Et on avait analysé ça avec Martin avant d'arriver dans le domaine. On avait analysé le TPN, qu'est-ce que ça amène, d'où ça provient, tout ça. Et faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que pour les studios français, TPN, c'est, je dirais pas impossible, mais c'est complètement lourd et j'irais presque jusqu'à dire que c'est absurde vu que les studios d'animation français ils ont pas cette culture de l'industrie comme celle des US. C'est vraiment une culture qui est plus artistique. La plupart des boîtes, c'est juste une personne qui dessine et quelqu'un qui fait de la compta. J'avais un rapport source comme ça où en 2020, selon le rapport du CNC de France 2030, c'est 84% des studios d'animation français qui ont moins de 10 employés permanents chez eux. Ouais, d'accord. Donc en fait, il y a personne qui serait consacré au TPN et il y a personne qui est consacré à la cyber. D'accord, oui, c'est pas une machine de guerre comme... C'est compliqué d'avoir une personne qui soit complètement réservée à ça. Donc c'est peut-être trop abusé pour l'industrie française et il y a d'autres mécanismes qui sont plus à même d'être mis en place et plus faciles d'être mis en place également. Donc voilà, si vous voulez, je peux vous en parler tout de suite. Bah vas-y. Ouais, carrément. Avec plaisir. Alors, on va parler de l'ANSSI. Je sais pas si vous voyez qui sont l'ANSSI. Oui. C'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, une agence d'État français. On va dire que c'est les administrateurs des administrateurs. C'est eux qui donnent les guides, les bonnes pratiques, les recommandations à effectuer. Qui font énormément de choses et un grand merci à eux. Donc, on leur dira merci, on les voit régulièrement. Écoutez, passez-leur le bonjour. Donc ils ont proposé plusieurs choses qui peuvent être vraiment faciles à mettre en place pour au moins que les petits studios puissent se rendre compte de leur maturité cyber. C'est qu'il y a un questionnaire tout simplement de la maturité cyber d'un système d'information qui existe, qui est en annexe 1 du rapport de l'ANSSI concernant l'homologation de sécurité en 9 étapes. Donc c'est un questionnaire qui fait, 15 questions, et ensuite, à la suite de ça, il est retourné si votre SI est simple, normal ou complexe, et si votre maturité est correcte ou pas. Et ensuite, ça vous permet de définir si vous avez besoin d'un prestataire externe pour vous accompagner dans votre durcissement à la sécurité de votre système d'information. Après, pour aller plus loin, il y a d'autres questionnaires qui existent et comme je l'ai évoqué, comme il y avait 84% des studios qui sont tout petits, on va dire c'est des TPE, PME, et il y a un questionnaire en effet qui existe sur les TPE, PME qui fait 13 questions. J'ai plus le nom exact, mais ouais, c'est 13 questions sur TPE, PME que l'ANSSI propose également, et ensuite pour aller encore un peu plus loin, qui est tout de même intéressant et même un incontournable, il y a les 42 mesures de l'ANSSI, la version 2, bien sûr, la dernière version pour l'instant qui existe, qui reprend tous les aspects un peu primordiaux à avoir, à se concentrer pour renforcer son SI, sachant qu'on parle beaucoup de SI, mais la sécurité des systèmes d'information, il faut savoir que ça va plus loin que juste la sécurité des systèmes. On l'a évoqué, c'était aussi la sensibilisation et la prévention des gens. C'est aussi les informations papier. Quand elles sont jetées à la poubelle, c'est une information. Comment on la traite, comment on l'archive, comment on la gère. Ça va plus loin que juste l'informatique en tant que telle. Donc, voilà. Très complet, merci beaucoup. J'ai bien pris en note les différents questionnaires et mesures. Comme ça, s'il y a des liens indiqués, je pourrais les transmettre. N'hésite
pas à me Avec les envoyer, plaisir. on pourra les mettre sur l'article qui suivra. Martin, est-ce que tu veux compléter de ton côté? Je pense que Damien a bien répondu, surtout sur comment dire, euh, le fait que le TPN soit intéressant en France pour des d'énormes entreprises qui sont un peu des machines de guerre en Hmm. France, mais pour le reste, c'est plutôt compliqué et il vaut mieux se concentrer sur ce qui est faisable en fait, sur ce qui est faisable et en Ouais, bien fait, sûr. Avec les ah, moyens aussi. Parce que exactement. ça implique quoi d'être TPN? C'est quoi les mesures où vous dites, OK, ça c'est vraiment too much, c'est juste pas possible. En fait, c'est ça qui est incroyable. On a passé pas mal de temps à décortiquer le TPN avec Damien. Et il y a vraiment cette idée alors déjà, il y a des choses qu'on peut légalement pas faire Ouais, en parce que France. Ah comme oui? c'est US, c'est vraiment de la contrainte. C'est genre, le téléphone de la personne, il est laissé à l'entrée du studio. On n'a pas le droit de faire ça? Et il y avait des trucs comme ceci, non? D'accord. Bon, c'est vrai que c'est hyper contraignant, je suis assez d'accord. Il y Mais a, je savais pas que c'était Où pas il y a, non, totalement en tout légal. cas, il y a l'analyse des personnes lors du recrutement. Ah, un background Normalement, en check? France, on peut regarder, enfin, on peut demander à la personne son casier judiciaire, le C4 peut-être, mais on peut pas aller plus loin et surtout sans son consentement, bien sûr. Et je crois qu'aux US, c'est C'est open direct. bar? Ouais. Alors j'ai pas épluché dans le détail TPN, mais je pense qu'il y a des mesures vraiment contraignantes pour les gens. voilà. Et après, il y a aussi cette notion en fait, on va demander à un studio d'être TPN sur plein d'aspects. Donc en fait, le TPN, en fait, c'est un peu un mélange de plusieurs normes qui existent déjà. Donc il y a les normes américaines pour Le les NIST, entreprises, ouais, le NIST, exactement. Et après, il y a des normes internationales comme l'ISO. l'ISO 27001, 27005, etc. Et donc, en fait, comme c'est un regroupement de tout ça, sachant que être certifié une de ces normes, c'est déjà assez conséquent, Mhm. Hmm. eh ben, euh, au final, une petite boîte qui voudrait passer TPN, déjà, il y a l'investissement et le système que constitue le TPN en soi, vu qu'il y a des questions de membership, il y a des questions de repasser un TPN ou refaire des audits pour conserver son étiquette TPN. Et pour ça, faut payer. Et puis il y a aussi l'aspect où même si tu peux être certifié TPN, rien n'empêche l'entreprise pour qui tu travailles de repasser et de refaire un audit et donc de tout Exactement. réexpliquer, perdre du D'accord. temps. Ok. Hmm. Oui, donc tu passes moins de, enfin, ton équipe passe moins de temps à Non, mais bosser c'est que. forte contrainte, ouais. C'est vraiment une Ok. personne ou plusieurs à dédier sur ce sujet. Ok. Et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que en fait le TPN, même si c'est une montagne, euh, ça va quand même dans le bon sens. Mm. C'est peut-être un peu dommage que ça se soit fait comme ça euh, pour des studios qui ont déjà bossé avec des distributeurs et qui vont pas pouvoir sur certains projets parce qu'ils sont pas certifiés. Mais il y a quand même cette volonté d'amener de la cybersécurité dans les studios et, euh, et ça reste pas mal. Euh, mais après, c'est vrai que si on avait eu un peu un équivalent européen ou je sais Bah, pas, on en a France Nice comme 2, hein. On a Nice exactement 2, mais c'est consacré que sur des entreprises particulières. c'est des organismes d'importance vitale ou des Mhm. opérateurs de services essentiels. Maintenant, ça a été renommé. C'est entité EE et EI, entité importante et entité essentielle, je crois. Yeah. C'est les studios d'animation et la culture n'en fait pas partie. Mais il existe du coup dans cette démarche d'amener de la sécurité, et c'est exactement ce que disait Damien tout à l'heure, d'autres référentiels peut-être plus adaptés et qui permettent dans tous les cas d'arriver entre guillemets à la même finalité, c'est-à-dire faire en sorte que l'entreprise en question soit sécurisée pour ce qu'elle fait
et qui est un peu moins de risque que si il n'y avait pas de sécurité du tout. Ok. Donc on parle de cybersécurité et on a aussi évoqué le travail des artistes, etc. Est-ce que vous avez des gens qui travaillent à distance, que ça soit de manière permanente ou temporaire, parce que c'est vrai que le télétravail c'est vachement démocratisé, et les gens demandent à avoir du télétravail. Et comment vous mettez ça en place dans cette logique de garder quand même un minimum de sécurité tout en étant relativement user friendly et pas trop contraignant? Tu veux répondre en premier? Ouais, je peux. Euh, du coup, pour tout ce qui est travail à distance et collaboration à distance, euh, je vais commencer par le travail. Nous, on est vraiment sur quelque chose de très très simple. Euh, on a des accès VPN. Euh, Mhm. Là, on est en train de voir pour utiliser des solutions de bastion pour ajouter un layer de sécurité et puis avoir un peu plus de contrôle et de traces sur ce qui se passe pendant les sessions sur lesquelles les graphistes sont sur notre infra. Mhm. Mais et c'est essentiellement ça euh, pour l'instant. Et après, pour tout ce qui est collaboration, c'est des outils vraiment classiques. J'ai envie de dire pour tout ce qui est revue pour les clients, c'est des solutions en ligne comme Frame.io, tout ça. D'accord. Et Damien, de ton côté? De notre côté, notre DSI sur Gaumont Animation, à l'époque, au début du projet, avait eu la bonne idée, je trouve, au départ, comme ils y avait pas, pouvaient passer par le VPN, mais pour les postes qui demandaient une sensibilité un peu plus élevée, comme des storyboarders ou quoi, ou s'ils passaient par le VPN, la sensibilité du stylet et aussi le fait de la latence, ça leur posait problème. Mhm. On envoyait un poste en fait directement chez eux, avec D'accord. des fois écran calibré. Donc c'était assez lourd pour eux autant pour nous, parce qu'en plus après on l'envoie mais faut le récupérer. Bah oui, oui. Puis bon. Voilà. Et ensuite, on a testé en parallèle différentes solutions de remote pour nos monteurs, par exemple, qui voulaient travailler comme ça à distance et aussi en collaboratif. Donc on a eu du Z Central, du No Machine, du Parsec, voilà. Et à un moment, on est tombé chez vous sur Rimo. Et j'avoue que ça a vraiment fait le café, où là, on a nos différents monteurs qui peuvent faire leur session de montage avec les réals et assistants réals. Donc ils sont 4-5 connectés en même temps. Et Mhm. ça marche plutôt bien, même très bien, parce que j'ai aucun retour, donc pas de retour, ça veut dire que c'est super. Ouais. On a eu aussi, ça nous a bien aidé quand on avait une personne qui était partie à l'étranger un moment aux US et qui avait une box 4G où elle se connectait sur son téléphone Mhm. et par le VPN elle travaillait et pour elle déjà son débit était horrible et la latence j'en parle même pas et à travers le VPN au secours. Donc je lui ai dit bah écoute je vais essayer de te mettre sur Rimo, là on a notre réal qui est pas là aujourd'hui, voilà tu me dis si c'est mieux et parfait. Donc c'est magique quoi. Trop Merci de bien. nous avoir sorti de cette épine du pied pour lui. Et même dans ce que vous proposez dans les recherches et développement, on a pu se croiser au FIC, Gwen, sur la partie Bastion, SSH, FTP, HTTP, tout ça. C'est très prometteur. Vraiment, hâte de voir ceci, de tester ceci avec plaisir. Donc ça a été pas mal le gros focus jusqu'à maintenant. On essaie d'aller encore plus loin de s'interfacer avec tout ce qui va être VDI. Donc on parlait de Proxmox, etc. Et donc de
pouvoir proposer des environnements de travail complets et simples, parce que justement on parlait du fait qu'il y ait beaucoup de TPE, PME, etc. Mettre en place un SI complet ou des choses comme ça et de manière un peu sécurisée, ça peut être compliqué. Mais l'idée c'est d'essayer de streamliner tout ça et que ça soit simple, sécurisé et suffisamment performant pour que tout le monde soit content, hein, tout simplement. Surtout que accéder potentiellement de la VDI, c'est pas, enfin, il faut quand même une certaine connaissance. C'est pas amené à tout le monde. C'est le focus actuel en plus de toute la partie donc Bastion et compagnie. Ok. Ouais. Par rapport à justement tout ce travail hybride, ces équipes un peu dispersées au sujet de cybersécurité qu'on vient d'évoquer, tu me parlais de Cybermois. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce que ça a un lien et comment ça se passe? Ouais, mille plaisirs de parler du Cybermois. Alors déjà, qu'est-ce que le Cybermois? C'est une initiative. Alors, je sais plus. On a cybermalveillance dedans. On a peut-être aussi l'ANSSI, mais en tout cas, j'ai appris que c'était européen et que c'était pas français, que français. Donc, c'est tous les mois d'octobre. C'est le mois de la sensibilisation risque numérique en fait. Et donc c'est à destination du grand public. Et donc là, il peut y avoir des conférences qui sont mises en place à travers l'Union européenne, des affiches de prévention qui sont mises en place, tout ceci. Bref, ça monte en puissance. Et sur l'année dernière, je me suis dit, mais pourquoi pas moi je ferais ceci avec un petit post tous les jours pour les gens du studio. Et c'est comme ça qu'est né ce petit projet de Cybermois, où je me suis vraiment posé la question sur comment je pouvais amener la sécurité informatique aux graphistes en les intéressant. Et donc c'est plutôt des posts, je pourrais en montrer quelques exemples plus tard, où je me suis intéressé au côté personnel pour qu'ils puissent se sentir investis et qu'ils puissent le mettre en place côté professionnel en fait. D'accord. Donc je me suis aussi concentré sur quelles sont les cibles de personnes. Nous on a des graphistes, mais on a aussi la production. Donc c'est peut-être aussi un langage, une façon de parler différente à aborder les choses. Le format aussi, un format assez court, avec pourquoi pas une vidéo, mais qui fasse pas plus de 2 minutes, et des liens en plus pour voir ça en détail. Voilà. Attends, c'est toi qui fais les vidéos? Non, c'est pas moi qui fais les vidéos. C'est vrai, parce que sinon, non, parce là, que tous les jours, déjà, je pense que je passais entre 1 heure et 2 heures par jour à faire ceci, parce que je le faisais en français et en anglais, et je le faisais corriger. Et la veille, je préparais le message pour le lendemain, en fait. Et après, j'ai fait une semaine dédiée au mot de passe, une semaine dédiée à l'arnaque en ligne. Et après, j'ai eu des posts un peu divers et variés, entre autres sur éduquer ses enfants ou les plus jeunes à la à la sécurité informatique et aux risques que ça peut amener et aux contraintes. Voilà, c'est vraiment un projet, donc je suis très content. Trop bien. Et ça a inspiré d'autres studios à le faire, et ça me fait fortement plaisir. Voilà, et à la fin de ce mois-ci, j'ai donné le projet final à tous les gens du studio, donc ça leur fait leur boîte à outils en fait. Et ils peuvent piocher dedans selon leurs besoins, leurs trucs qui se passent dans leur vie, ou même rechecker de temps en temps. Et pour moi, ça me permettra aussi, l'année prochaine, en octobre, on pourra faire la V2 et aller plus loin, ou aller se concentrer sur tel sujet qui n'a pas été abordé, ou voilà. Merci beaucoup. Ouais. Martin, de ton côté, est-ce que c'est une thématique aussi? Alors, personnellement, j'ai juste vu le livret de Damien se constituer et j'étais impressionné. Il a fait. Et du coup, chez nous, en fait, on n'a pas fait le Cybermois, tout simplement parce que c'était trop compliqué, entre guillemets,
de faire suivre tout le monde. J'avais pas trop de moyens de le faire. Donc j'ai tout simplement abandonné. J'ai emmagasiné tout ce que Damien a bien voulu partager. Et franchement, l'année prochaine, enfin cette année du coup, c'est avec grand plaisir que je vais essayer de mettre ça en place chez nous. Mais ouais, non, l'année dernière, on l'a pas fait. Et ça donne envie. Ça fait plaisir. Sinon, tu reprends les articles de l'année dernière et puis tu dis que c'est toi. Bien vu, bravo. Non, mais c'est à partager à volonté. Trop bien, trop bien. Je pense qu'on a déjà vu pas mal de sujets intéressants côté cybersécurité, côté infrastructure. Est-ce que Gwen, tu veux enchaîner avec tu sais, les actus techno? Ouais, bien sûr. Pour finir sur une note un peu plus large, on a beaucoup parlé de cybersécurité, des enjeux, des problématiques et des solutions apportées. Donc on est dans le domaine de la tech. Est-ce qu'il y a une actualité technologique récente qui a particulièrement retenu votre attention? On parle souvent d'IA, on parle de plein de choses en ce moment. À une époque, c'était le Bitcoin. Il y a différentes ères dans la technologie. Vous, en ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose qui retient votre attention, du coup? Moi, il y a deux sujets. En effet, il y a l'IA, mais c'est sûr. Enfin, nous dans notre domaine, c'est plus les IA génératives, mais c'est pas ça moi qui m'interpelle. C'est tout ce qui est deepfake, etc., la désinformation. Et il y a aussi l'autre partie où c'est plus géopolitique avec le choix des logiciels et les contraintes que ça peut amener selon les changements qui peuvent se passer dans le monde. Donc je sais pas lequel tu veux On peut qu'on aborder les aborde, deux, Martin. bah, l'un ou l'autre, Comme vous comme vous le souhaitez. souhaitez. Martin, tu veux peut-être commencer sur un des deux? Moi, je commencerai plutôt sur tout ce qui est deepfake. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez problématique en fait parce que c'est comme très souvent avec la technologie. euh, En fait, ça part d'une bonne idée quoi. Euh, Vouloir recréer des gens, vouloir faire du lip sync, on voit les bons usages qui peuvent en être faits. Euh, mais souvent, les gens qui ont les moyens de faire la recherche pour nous sortir des technologies comme ça, derrière, il y a une idée de monétisation. Et du coup, bah, les potentiels risques, ils les voient, mais ils les prennent pas forcément en considération. Et pour nous, dans la cyber, c'est assez, euh, c'est assez effrayant Mhm. de pouvoir constater qu'en fait, avec, je sais pas, 45 minutes d'une personne 45 secondes, 10, 20 secondes d'une personne qui parle, on peut sampler sa voix, qu'avec Ouais. une vidéo YouTube ou un post Instagram ou Snapchat, on peut reconstituer son visage et ensuite ça peut partir très vite. Mais c'est, on pourrait en parler pendant des heures en fait. Oui, Mais il y a c'est clair. vraiment le Ouais. côté, ça peut être bénéfique et même dans notre industrie, c'est très utile. Hmm. Mais il y a quand même ce warning que nous, on est obligé de voir et de garder à l'esprit, qui est de comment ça peut être abusé, quoi. Mhm. Ça, Et ça éthiquement devient très parlant, compliqué de, de faire le distinguo sans être un peu un expert, de faire le distinguo entre ce qui est vrai et ce qui est faux, quoi. Ça avance très Mhm. vite. comme tout outil, c'est l'usage qu'on en fait qui dicte sa destinée en fait. Et donc Bien sûr. il y a cette partie aussi qui peut faire peur et qui le fait tout à fait. C'est que maintenant avec ces types d'outils, l'accès à cette puissance de désinformation est beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile aussi. Donc il Mhm. va y en avoir un peu plus. La cybersécurité, c'est le jeu du chat et de la souris. Donc de l'autre côté, les défenses aussi augmentent d'un cran. Et ça va juste augmenter les enjeux qui vont devenir bien plus importants. Ouais, bien sûr. Qu'avant, il fallait connaître quelqu'un qui savait se servir de Photoshop.
Maintenant tout est en ligne. Mm. Pour l'instant, on en est encore à compter le nombre de doigts pour savoir si c'est de l'IA ou pas. Hmm. Mais oui, c'est vrai que c'est un enjeu majeur. Mais puis même parce qu'on en parle, d'IA générative pour le commun des utilisateurs d'internet, etc. Mais derrière nous, en tant que IT, en tant que cybersec, etc. On est obligé de faire attention à tout ça parce que je vais recevoir un message du président de la société qui va me demander de faire ça ou ça. Quels sont les moyens de vérifier que tout ce qu'on m'envoie est vrai? Les trois, on va dire les quatre règles de la cybersécurité, ouais, c'est disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité. Et là, c'est sûr que dans l'intégrité, c'est compliqué d'identifier le vrai du faux. Il y a sans doute un énorme, énorme, énorme avenir business pour tout ce qui est fact-checker de manière générale, hein, même Ouais, et checker, puis même pour etc. les anti-deepfake, tout ça. Ouais. Mais c'est assez terrible d'ailleurs parce que en fait dans toute cette course au fact-checking, notamment pour tout ce qui est vidéo, images, en fait, ce qui est dingue, c'est que on est dans un contexte quand même économique assez tendu sur tout ce qui touche aux composants électroniques. Mhm. Et on va mettre des milliards pour faire des machines qui vont traquer les machines qui font des fausses images. C'est c'est assez terrible, quoi. C'est intéressant la manière dont ça évolue là-dessus. On peut effectivement, du coup, passer à l'autre sujet que tu évoquais, donc la dépendance, du coup, aux services non souverains, hein, donc voilà, les services US. Et forcément, vous vous doutez, c'est un sujet que nous, Solutions Souveraines, on est forcément très sensibilisés à ça. De votre côté, vous souhaitiez aussi en parler. Damien, tu veux peut-être commencer? Oui, c'est vrai que en revoyant les anciens podcasts, Céline Durieux l'avait soulevé dans la dernière émission qui était très intéressante. Mhm. En effet, c'est intéressant de prendre ceci en compte. Par exemple, comme on a pu le voir aux US avec l'augmentation des taxes, même si ça devait normalement pas être le cas pour tout ce qui est logiciel de services numériques, mais qui nous dit que demain ce sera pas le cas. Donc c'est des choses à prendre en compte. Il y a aussi Mhm. le fait de récupérer ces données. Est-ce qu'on peut les récupérer? Parce que ça dépend pas du RGPD, à part si les serveurs sont dans l'Union européenne. Et Mhm. encore, des fois, c'est compliqué. Donc, ouais, récupérer ces données, les supprimer, les modifier, les transiter vers un autre service. Je sais que nous, pour Google, quand on fait des backups de comptes, il nous met un peu des bâtons dans les roues quand on fait un Google Takeout et qui nous donne 2 jours à faire la sauvegarde, alors que si on passe par un autre moyen open source, où on a pour... déjà, ça nous le fait en direct, donc en fait, ouais, on va dire même pas 15 minutes. Donc, ouais, bon, c'est différent, quoi. C'est une autre Mhm. approche. Et donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte parce que comme on a pu le voir dans différents événements d'actualité, comme il y a eu l'année dernière, par exemple sur l'antivirus CrowdStrike, qui faisait redémarrer en boucle les PC bloquant des aéroports, des hôpitaux, des bureaux, et j'en passe, qui a posé de gros problèmes. On en parlait au début, mais tout ce qui est opérateur d'importance vitale, par exemple sur l'énergie, l'électricité en Ukraine, par exemple sur des cyberattaques russes, en Espagne, au Portugal ou au Maroc, comme on a vu hier. Pour l'instant, c'est peut-être pas le cas, mais bon, c'est quand même des choses à prendre en compte pour avoir un plan de continuité d'activité à mettre en place. D'ailleurs, au passage, un plan de continuité d'activité comme de reprise n'est pas efficace tant qu'il n'a pas été testé. Je glisse ça. Comme pour les sauvegardes, il faut toujours, c'est bien de les faire, mais il faut les restaurer pour savoir si elles fonctionnent. Eh oui. Mais oui, et puis voilà, de manière générale, s'intéresser à ce domaine, savoir où sont nos éditeurs et à qui faire confiance. Martin, je suppose que c'est un peu la même chose pour toi, hein, Ouais, une carrément. hyper-dépendance. Nous, il y a, ouais, enfin,
quand on voit que les logiciels qui sont utilisés dans notre industrie, très souvent, c'est des logiciels américains, quoi. Déjà avec la gestion des quand on est chez Autodesk, des fois on s'arrache les cheveux en voyant que ils ont changé telle condition, du coup maintenant il faut avoir un compte par licence, Ah oui, j'avais vu ça, exact. etc. Ouais. C'est ça- c'est compliqué, c'est compliqué. Et en fait, si demain on veut partir des chez Autodesk pour aller faire autre chose, ce qui sera certainement pas le cas. Ouais, faut tout faire le Euh, pipe. Enfin, c'est un Bah cauchemar. ouais. Et donc il y a un pipe à refaire, il y a des milliards de boîtes mail à changer, désaffecter des licences et tout. Donc il y a déjà ça. Et puis après, oui, il y a la question de où sont nos éditeurs, comme disait Damien, et à défaut de pouvoir avoir le contrôle sur ces aspects-là, il faut au moins savoir. Ok. Ouais. Euh, sur une note, on a évoqué les jeunes générations un peu plus formées à l'informatique. Si vous avez des conseils à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans ce que vous faites, on a déjà eu pas mal de conseils de gens dans l'animation, etc. Vous avez l'air d'être un peu plus cybersécurité, etc. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes, des choses sur lesquelles bosser à fond Bah moi, je dirais comme beaucoup de gens, c'est être passionné par ce qu'on fait. Moi, je sais que quand je travaille, pareil pour Martin, bah, pour moi c'est presque pas un travail, c'est un peu ma mission, mon devoir quoi. Donc je le prends pas vraiment pour un travail. Puis dans le domaine dans lequel je bosse, que j'ai toujours rêvé d'aller depuis tout petit, voilà. Mm. Par contre, il faut savoir pas trop en abuser, c'est-à-dire pas trop faire d'heures supplémentaires, aller travailler le week-end, la nuit ou quoi. Parce que c'est vrai que quand on est trop passionné, moi mon cerveau, les 2 dernières semaines, pour préparer l'interview et pour faire d'autres choses, je vous avoue il s'est pas été Mm. vraiment, ça se réveillait à 3 heures et puis ça allait taffer sur un truc et ensuite ça rendormait et puis bon, c'était terrible. Mais dans les conseils que je pourrais donner, c'est oui, ne pas hésiter à aller demander avec les autres, demander des conseils, d'échanger, responsable dans ce qu'on fait également bien sûr, de suivre les évolutions ou les révolutions qui peuvent y avoir et les accepter et donc comprendre comment ils fonctionnent. Dans notre métier, on a aussi une grande part aussi de stress. Ça, je tiens à le noter, à le mettre en avant, Mm. des choses qu'on peut pas dire, que ce soit dans le domaine de la culture ou bon, c'est des petits trucs, soit dans le domaine de la défense où bon, c'est peut-être un peu plus gros ou quoi. Donc il faut savoir s'entourer de manière sociale et puis savoir faire des pauses aussi Mm. pour sa propre santé mentale. Donc ça c'est savoir quelque toucher chose l'herbe. exactement sortir à l'extérieur. C'est bien de parler avec des gens dans le virtuel, mais c'est mieux de les voir en Mm. physique. Mais ce qui est d'ailleurs quelque chose de très vrai avec le télétravail. Je fais le parallèle, mais typiquement, il y a beaucoup de monde qui fait l'erreur en télétravail de finalement travailler plus, Mm. tu sais, de pas mettre de limite en fait à ses horaires, de se dire mais bon, voilà, je peux rattraper ce soir, ce midi, etc. Machin. Alors qu'en fait, il est excellent quand t'as une politique de télétravail de justement apprendre à couper, de sortir, aller faire un tour, aller à la salle de sport, prendre ton vélo si tu peux, etc. Et je trouve que c'est un conseil qui peut s'appliquer aussi dans ce domaine-là, ouais. On peut faire d'ailleurs une restriction sur les horaires pour éviter aux gens de faire leurs heures sup. Ouais, tout à fait. Martin, de ton côté? C'est drôle parce qu'on a ces questions-là, on les a pas préparées avec Damien, mais j'ai à peu près la même chose. Du coup, ouais, moi je rebondirais vraiment sur le côté être passionné, mais à défaut d'être passionné, être curieux en fait. Mm. Il y a vraiment cette notion de vouloir savoir comment les choses fonctionnent. Et ce qui est intéressant dans la cyber en fait, c'est que, et c'est terrible de formuler comme ça, mais
il faut savoir comment les choses matérielles fonctionnent, mais aussi comment les gens fonctionnent. Parce que, en fait, les risques, ils émergent dans le contexte souvent des gens, aussi des applications, mais souvent des gens parce qu'en fait, et ça c'est tout un pan de la cybersécurité qu'on aime particulièrement avec Damien, mais en fait, là, c'est plus facile d'inciter un utilisateur lambda à cliquer sur un lien que de casser un chiffrement qui est utilisé par l'armée, quoi. Donc, Ouais. il y a toujours ce petit truc de l'humain reste entre la faille la plus facile à exploiter et il faut se dire qu'il faut comprendre les humains et ce qui pourrait les pousser à, entre guillemets, commettre des erreurs pour éviter que ça arrive aussi. Il y a d'ailleurs toute une partie du hacking qui passe même pas par, si je me trompe pas, hein, même pas par des systèmes informatiques Ouais, du ouais. tout. Je me souviens avoir fait une nuit du hack en 2012. C'était un salon à côté de, enfin c'était un salon à Disneyland. Je sais pas si vous connaissez ce salon-là. Et en fait, il C'est le était hack assez fou. maintenant. Ouais, ah bah voilà. Et du coup, j'avais appris là-bas que effectivement, une partie du hacking, c'était presque en fait prendre son téléphone et tenter d'obtenir le maximum d'informations possibles en appelant un standard. Et comme quoi, bah, évidemment, donc ça s'applique aussi à l'informatique, mais là, c'est la sécurité de manière générale. Effectivement, doit quand même se concentrer pas mal sur la faille humaine, quoi. Ouais, tout à fait. Et après, ouais, le côté savoir déconnecter. Vraiment, je pense, que j'aurais tendance à dire dans tous les métiers, en fait, il faut arriver à couper un peu, un minimum. Euh, et en fait, personnellement, j'aurais tendance à dire que c'est même plus productif de couper des fois en fait, parce Bien sûr, que ça ouais. permet de générer de nouvelles idées pour résoudre un problème sur lequel on a passé un mois. Ça permet de tout simplement voir les choses autrement et puis enfin, vraiment, le travail, c'est très important. Mm. Et je pense qu'avec Damien, on a vraiment ce souci d'être bon dans ce qu'on fait. On ne va pas compter nos heures. Et si on doit discuter d'un truc un week-end sur Discord, on le fera. Mais ouais, il y a ce truc de il faut se connaître suffisamment et être assez en vigilance pour savoir quand ça fait trop, quoi. Ouais, Mais c'est vrai. pardon, vas-y. Pas de souci. C'est vrai que quand même quand on est en vacances ou quoi, bah, quand on est chargé de la sécu, s'il y a un problème, bah, c'est tout le temps nous qu'on peut appeler. C'est pareil quand on est en vacances. Je sais que bah, les news, bah, je vais les regarder, que ce soit géopolitique, sur la technologie, sur les nouveaux trucs Mm. cyber ou quoi, je vais les regarder. Faut vraiment arriver à déconnecter et ça demande une rigueur constante. Ouais. J'allais faire un parallèle par rapport au fait de couper sur le. Tu sais, c'est un peu comme ce. Je sais pas si vous êtes gamer, mais grosso modo, bon, tu essaies de battre un boss. Tu sais, t'y es comme ça fait, ça fait plusieurs fois que t'essayes, t'en peux plus, t'en peux plus. Et au final, il vaut mieux faire une pause d'1 ou 2 jours et revenir sur ce boss. En tout cas, moi, ça marchait. Et là, t'arrives enfin à faire le taf. À prendre le recul. Hein. C'est sûr que aucun informaticien n'a jamais eu l'expérience de passer une nuit entière sur un truc ou une soirée entière pour au final aller se coucher le lendemain matin à la fraîche, se dire putain mais attends j'ai pas essayé ça et qu'au final ça Ouais. soit ça. Bah ouais. C'est Il faut aller obligatoire. prendre sa pause café, C'est ça. aller aux toilettes, fumer sa clope et c'est bon, c'est résolu. Merci beaucoup. Je trouve on a abordé plein de sujets. Martin, Damien, ça a été hyper enrichissant de vous parler. Merci à Bah, vous. merci à vous, hein, vraiment Oui. pour l'invitation, formidable. Et je tiens à remercier au passage les brigades derrière nous qui nous a aidés à nous accompagner pour préparer cette interview. Ils se reconnaîtront. Trop bien, super. Merci d'avoir partagé votre vision et votre expertise. Si vous connaissez déjà peut-être de Tech Council by Rimo, chaque épisode s'écoute très bien à part. Vous pouvez les trouver sur Spotify, sur YouTube. On y interviewe pas mal d'experts tech. Et si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux.
de Rimo ou sur le site Rimo. On a même un super serveur Discord sur lequel vous pouvez tout à fait rentrer en contact avec notre communauté. Je suis souvent connecté, mais je dors un peu. Je me réserve ce droit. Et tu réponds quand même très très vite. Hein. Tu réponds quand même super vite, c'est fou ça. Et je suis connecté jusqu'à super tard. Mais Ah ouais,